Ibrahim Traoré se tenait face à un dossier, pas de crise immédiate, mais un retard logistique qui sonnait comme un avertissement. Un cargo de carburant bloqué, un contrat modifié et des décisions prises sans la moindre consultation. Ce n'était pas une rupture, mais une dépendance qui se construisait silencieusement. La question se posait. Pourquoi certains, comme Traoré, choisissent-ils de remettre en question cet ordre de choses? Pourquoi déranger un système apparemment stable, même lorsque le prix à payer est incertain? Le dossier sur la table semblait insignifiant, mais pour Ibrahim Traoré, chaque détail portait un poids. Ce n'était pas juste une affaire de logistique, mais un test subtil de la souveraineté nationale. Les décisions prises en dehors du pays, les contrats modifiés sans préavis, étaient pour des signes d'une dépendance croissante. Mais pourquoi cela importait-il tant pour un pays apparemment indépendant? Traoré comprit que ce n'était pas une question de rupture visible, mais d'une lente transformation. Chaque retard logistique, chaque ajustement contractuel devenait un rouage dans un mécanisme plus grand. Il se retrouvait face à un dilemme: continuer à accepter ce système ou briser ce confort apparent pour reprendre le contrôle. Cette question devenait le point de départ de sa réflexion. Si ce n'était pas lui qui décidait, qui le ferait? Et quel prix serait payé si cette dépendance continuait d'augmenter? Ce dossier, bien que simple à première vue, marquait un tournant silencieux. À chaque étape de la procédure, Ibrahim Traoré remarquait que les actions qui semblaient anodines étaient en réalité des stratégies subtiles de contrôle. Loin d'être un événement isolé, chaque retard contractuel, chaque ajustement logistique s'inscrivait dans une longue série de manœuvres invisibles qui déstabilisaient lentement les fondations de l'indépendance du Burkina Faso. Le monde extérieur n'avait pas besoin de déclarations ouvertes de pouvoir pour imposer sa volonté. Tout se jouait derrière les coulisses, dans des notes diplomatiques et des ajustements d'assurance. Ce n'était pas un acte brutal, mais une discipline fluide, qui ne se manifestait pas par des conflits directs, mais par des calculs calculés en coulisses. À travers les actions du gouvernement burkinabé, une nouvelle forme de dépendance émergeait. Elle n'était pas imposée par la force, mais enseignée, absorbée et répétée. Chaque geste administratif et chaque décision semblait prise non seulement au nom du pays, mais souvent avec l'attente implicite d'une validation extérieure. Ibrahim Traoré, fort de cette prise de conscience, se rendit compte que ce n'était plus une simple question de décision administrative, mais de souveraineté. Pourquoi certains pays acceptaient-ils cette situation sans sourciller? Et pourquoi, à ce moment précis, Traoré choisissait-il de ne pas se laisser happer par ce système? Ibrahim Traoré n'était pas un homme du système. À travers ses actions et ses décisions, il avait toujours cherché à protéger l'autonomie de son pays, même lorsque les pressions extérieures étaient insidieuses. Le pays était pris dans un réseau complexe d'accords économiques et diplomatiques, mais Traoré avait toujours cherché à rester maître de la situation. Ce n'était pas une rupture immédiate, mais plutôt un test de patience. À chaque action, chaque retard, chaque ajustement des règles, il se retrouvait face à une question persistante. Jusqu'à quel point les autorités burkinabées continueraient-elles à céder sous l'influence extérieure? Lorsqu'il découvrit les manœuvres qui se déroulaient derrière les portes closes, il se rendit compte que la situation était bien plus complexe que ce qu'il avait initialement perçu. Les rapports diplomatiques mentionnaient déjà des termes comme instabilité et crise potentielle, mais ces termes n'étaient jamais expliqués de manière détaillée. Traoré, cependant, savait que ces mots étaient des signaux de plus en plus nombreux. Le gouvernement était en train de se retrouver dans une position où il devait accepter des décisions extérieures pour avancer. Il comprit rapidement que la résistance n'était pas une option facile, mais peut-être la seule viable si le pays voulait conserver son pouvoir décisionnel. Traoré commença alors à réfléchir profondément sur les actions à mener. Il se posa une question simple mais cruciale. Que se passerait-il si le pays refusait de suivre cette voie de soumission silencieuse? L'histoire ne donnerait pas forcément de réponse immédiate, mais le temps commencerait à leur donner la possibilité de comprendre. Les événements s'enchaînaient de manière fluide mais inquiétante. Ibrahim Traoré observait chaque geste, chaque modification qui semblait anodine à première vue, mais qui portait en elle une signification plus profonde. Un retard de livraison ici, une révision d'accords économiques là, et une montée en puissance des pressions extérieures se faisaient sentir,
mais sous forme de petits ajustements discrets. Ce n'était pas un enchaînement d'événements chaotiques, mais une série de mouvements calculés pour affaiblir progressivement le pouvoir décisionnel du Burkina Faso. Ce type de pression, non imposée par la force mais plutôt par des ajustements subtils, commençait à changer la dynamique du pays. L'élément déclencheur fut une modification de contrat apparemment banale, mais elle représentait bien plus qu'un simple retard administratif. Elle marquait le début d'un processus où les décisions ne semblaient plus provenir du gouvernement burkinabé, mais d'acteurs extérieurs. Le cargo de carburant bloqué, qui ne semblait être qu'un incident logistique, s'avéra être un signal de la fragilité de l'autonomie du pays. Ibrahim Traoré savait que ce n'était pas un incident isolé. Il y avait des schémas qui se dessinaient, des réactions en chaîne créées par des influences extérieures, c'est de Sahel qui se faisaient sentir dans des domaines aussi variés que l'économie, la politique et la diplomatie. Dans le cadre de cette série de tensions croissantes, le pays se retrouva progressivement sous l'emprise de décisions prises ailleurs, et chaque mouvement semblait dicté par un besoin constant de validation extérieure. Le pays n'agissait plus de manière indépendante, il réagissait aux signaux envoyés de l'extérieur. Ce n'était pas une crise ouverte, mais une série d'événements qui remettaient en question la capacité du pays à se gouverner de manière autonome. Les premiers signes d'une instabilité grandissante commencèrent à se faire sentir. Des hausses de prix, des ruptures de stock et un ralentissement des activités commerciales à cause des retards logistiques. Ces changements étaient subtils mais significatifs. Un changement dans le ton des diplomates étrangers, un ajustement des priorités des compagnies maritimes ou une légère modification dans le taux d'assurance appliqué aux exportations. Chacun de ces changements était un petit ajustement dans un système de dépendance algorithmique. Ce n'était pas de la violence, mais un jeu discret de pouvoir caché qui s'opérait à travers les structures économiques et politiques mondiales. Ibrahim Traoré commençait à comprendre la gravité de la situation. Ce qu'il avait observé dans les détails les plus insignifiants prenait soudain tout son sens. Ce n'était pas seulement une question de logistique ou de contrat modifié, mais une question de souveraineté nationale. Et à ce moment précis, il savait qu'il devait prendre une décision qui pourrait changer l'avenir du pays. Ce n'était pas seulement une question de maintenir l'équilibre, mais de résister à un système qui peu à peu effritait les fondations mêmes de son indépendance. Les données n'étaient pas juste des chiffres, elles étaient les témoins d'une réalité qui, bien que discrète, devenait de plus en plus palpable pour Ibrahim Traoré. Les effets de l'instabilité commençaient à se refléter dans des mesures précises, et ces chiffres ne laissaient plus de place à l'ambiguïté. En l'espace de quelques semaines, les retards logistiques avaient doublé. Le délai moyen de traitement des transferts interbancaires transfrontaliers, autrefois de 2,4 jours, était désormais monté à 4,7 jours. Ce n'était pas un simple ralentissement, c'était une indication claire que le pays était de plus en plus dépendant de forces extérieures pour faire fonctionner ses systèmes internes. La dépendance ne se manifestait pas par la force, mais par ces ajustements invisibles qui remettaient en question le fonctionnement quotidien du pays. En parallèle, d'autres chiffres commençaient à émerger. Le taux d'assurance appliqué aux importations maritimes avait brusquement augmenté, passant de 1,8% à 3,2% en l'espace de quelques semaines. Ce n'était pas une hausse justifiée par un incident physique, mais une réponse à des anticipations créées par les acteurs extérieurs. Les assureurs réajustèrent leurs prix, non pas en fonction de la réalité des risques, mais en fonction de l'instabilité perçue à l'échelle internationale. Ces chiffres, bien qu'anodins pour certains, avaient un impact direct sur les entreprises locales qui voyaient leurs marges se réduire et leurs coûts augmenter de manière significative. De même, la part de fournisseurs critiques utilisant une seule route d'accès logistique avait augmenté de 12 points en 2 mois, passant de 49% à 61%. Cette concentration accrue augmentait la vulnérabilité du pays à d'éventuels blocages. Ce qui semblait être une simple question de logistique devenait en réalité une question de sécurité nationale. Chaque donnée, chaque chiffre commençait à dessiner une forme de pression insidieuse. Ce n'était pas un blocage brutal imposé par un acteur extérieur, mais une réponse indirecte qui faisait pression sur le pays à travers ses vulnérabilités. Ibrahim Traoré comprenait maintenant que ce n'étaient pas seulement des chiffres isolés,
mais une tendance qui se dessinait, une forme de dépendance algorithmique qui ne se manifestait pas par une menace directe, mais par des ajustements progressifs, par des changements dans le système qui rendaient le pays de plus en plus vulnérable. Le système de dépendance n'était plus invisible, il était désormais palpable, mesurable, et les conséquences de chaque décision extérieure étaient visibles dans ces chiffres. Le pays, petit à petit, se retrouvait pris dans un étau où la moindre action non conforme à l'ordre établi pouvait entraîner des conséquences économiques graves. La question devenait alors, comment inverser cette dynamique ? Dans cette dynamique d'accumulation silencieuse de dépendance, deux arguments se faisaient régulièrement entendre contre toute idée de résistance. Le premier, souvent avancé par les partenaires internationaux, soulignait les risques économiques de l'autonomie. Le Burkina Faso ne possède pas les infrastructures nécessaires pour se libérer de cette dépendance, affirmait-il. En effet, l'isolement économique et politique pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'approvisionnement des marchés locaux, la croissance économique et, en fin de compte, la stabilité sociale. Les acteurs internationaux avertissaient qu'une rupture avec les structures existantes entraînerait des conséquences immédiates. Inflation, pénurie de biens essentiels et une intensification de la méfiance des partenaires commerciaux. Cette position se fondait sur une logique de prudence, suggérant que l'attente et l'adaptation au système international restaient les meilleures options pour préserver la stabilité. Le second argument, de nature interne, venait des élites économiques du pays, qui craignaient l'impact des réformes. Ces groupes soutenaient que toute tentative d'indépendance risquait de déstabiliser l'économie burkinabé. Le climat d'incertitude créé par les ajustements externes avait déjà des effets palpables, des ruptures d'approvisionnement et des retards dans les projets d'infrastructure, créant un sentiment général de malaise parmi les classes moyennes. Il faisait valoir que, même si l'indépendance semblait séduisante sur le papier, la mise en œuvre de telles stratégies risquait d'aggraver la situation en exacerbant les inégalités et en générant un coût social insoutenable. Cependant, ces arguments négligeaient une réalité fondamentale. La dépendance, même douce et subtile, restait une forme de domination. Ibrahim Traoré voyait dans ces justifications une forme de résignation, une acceptation tacite du statu quo. Le danger de cette approche était que, en évitant de confronter le système, le pays risquait de perdre toute capacité à définir son propre destin. La dépendance n'était pas simplement une conséquence des réalités économiques. Elle était une construction politique et stratégique imposée par ceux qui bénéficiaient de l'ordre existant. Face à ces arguments, la position de Traoré était claire. Le Burkina Faso ne pouvait pas se permettre de céder à l'inertie. Bien que les risques immédiats fussent réels, il devait être confronté avec une vision plus large et plus courageuse de l'avenir. L'indépendance, dans ce contexte, n'était pas simplement une question de rupture brutale, mais de réaffirmation de la souveraineté nationale à travers des actions stratégiques et calculées. En refusant d'accepter les règles imposées par des acteurs extérieurs, le pays pourrait, à terme, recouvrer son pouvoir décisionnel et, plus important encore, son autonomie économique. La dépendance n'était pas une conséquence inévitable, mais un choix tacite. Ibrahim Traoré avait compris que chaque geste semblait naturel, chaque retard, chaque ajustement portait en lui la possibilité de maintenir la souveraineté du pays. Mais ces gestes, d'abord imperceptibles, commençaient à se transformer en une pression insidieuse, une forme de gouvernance par la non-intervention. Ce n'était pas la violence qui gouvernait, mais le confort de la soumission. À ce point, la question cruciale n'était plus de savoir si le pays pouvait se libérer, mais à quel prix cela se ferait-il. Les premiers signes de résistance étaient timides, mais déjà perceptibles. Traoré savait que le Burkina Faso devait changer sa manière d'agir. La soumission à des décisions extérieures n'était plus acceptable. Il n'était plus question de suivre passivement les directives imposées par des acteurs extérieurs. Ce n'était pas un acte de défiance brutale, mais un ajustement profond de la trajectoire du pays, une réaffirmation de sa capacité à décider de son propre avenir. Le pays commençait à sentir les effets tangibles de cette dépendance invisiblement imposée. Les secteurs économiques clés, autrefois robustes, subissaient désormais des pressions visibles. Les retards logistiques
avait un impact direct sur la vie quotidienne des Burkinabés. Les petites entreprises voyaient leurs coûts augmenter, les commerçants locaux faisaient face à des ruptures de stock fréquentes et les prix des produits essentiels commençaient à grimper. Le peuple ressentait cette pression, mais il n'y avait pas encore de rupture ouverte. Au contraire, l'idée de souffrir par confort devenait progressivement une norme. D'un côté, la classe moyenne se trouvait entre deux feux. Les tensions économiques montaient, mais l'inquiétude sociale n'était pas encore à son paroxysme. Les fonctionnaires voyaient leur pouvoir d'achat se réduire, les familles étaient confrontées à des prix élevés pour des biens de première nécessité. Mais malgré ces difficultés, il y avait une forme de résignation qui se développait. La question que tout le monde se posait était simple. Combien de temps encore devrons-nous attendre avant que cela ne change ? Mais il y avait aussi un début de prise de conscience croissante dans les quartiers de Ouagadougou, où les gens commençaient à discuter de la véritable source de leurs difficultés. Ils n'étaient plus seulement en train de subir, ils commençaient à comprendre que la situation était une question de choix stratégiques, de décisions politiques prises ailleurs. D'un autre côté, la pression internationale ne faisait que se renforcer, les partenaires commerciaux ajustaient leurs stratégies, les assureurs augmentaient leurs primes d'assurance en réponse à la stabilité incertaine du Burkina Faso. Les entreprises internationales modifiaient leurs priorités d'investissement et les flux financiers étaient ralentis. Cette pression, bien que subtile, se faisait ressentir dans chaque aspect de la société burkinabé. Ce n'était pas une crise immédiate, mais un étau qui se resserrait lentement, chaque jour, avec de nouvelles complications logistiques et économiques. Les agriculteurs et les petites entreprises étaient les plus affectés. Le secteur de l'agroalimentaire en particulier voyait ses coûts de production augmenter alors que les retards d'approvisionnement rendaient difficile la planification de la production. Les négociants en matière de premières se retrouvaient coincés entre les exigences des marchés internationaux et la réalité d'un système de distribution de plus en plus défaillant. Ces groupes étaient les premiers à sentir les effets de l'instabilité croissante. Enfin, les élites politiques et économiques commençaient à se diviser. D'un côté, ceux qui soutenaient le statu quo, assurant que l'attente était le meilleur choix pour éviter des désastres immédiats. De l'autre, ceux qui, comme Ibrahim Traoré, comprenaient qu'il était temps de réagir. Ce dilemme, entre soumission et résistance, allait définir l'avenir du Burkina Faso. La question n'était plus de savoir si le pays continuerait à subir, mais combien de temps encore le pays pourrait-il rester dans cette position avant qu'une action décisive ne soit entreprise. Alors que la situation du Burkina Faso continuait à se dégrader sous l'effet de la dépendance croissante, 3 scénarios se dessinaient pour l'avenir immédiat du pays, chacun porteur de conséquences différentes pour la stabilité et la souveraineté nationale. Le premier scénario serait celui d'une stagnation et d'une résignation. Dans ce scénario, les pressions externes continuaient à augmenter sans qu'une réaction significative n'émerge. Le gouvernement burkinabé, sous l'effet des multiples obstacles économiques, sociaux et diplomatiques, continuerait à accepter tacitement les conditions imposées par les partenaires étrangers. Les initiatives locales seraient limitées par des choix politiques prudents et la classe moyenne, déjà fragile, continuerait à voir ses conditions de vie se détériorer lentement. Dans ce cadre, l'indépendance du pays serait progressivement effacée par l'omniprésence des influences extérieures. Le pays serait sur une trajectoire d'asservissement doux où chaque décision stratégique serait retardée par la nécessité d'obtenir des approbations extérieures. Bien que cette option permette d'éviter des ruptures violentes, elle maintiendrait le pays dans une position de vulnérabilité croissante. Le deuxième scénario serait celui d'une résilience suivie d'une adaptation. Le Burkina Faso, face à l'impasse actuelle, opterait pour une approche plus audacieuse, la diversification des partenariats et l'autonomisation des infrastructures locales. Des alliances techniques se forgeraient au sein de la région avec des États voisins prêts à sortir des cadres traditionnels. Le pays chercherait à relocaliser certaines industries essentielles, notamment dans les secteurs miniers et agroalimentaires, afin de réduire sa dépendance à des chaînes d'approvisionnement mondiales. Parallèlement, l'administration burkinabé mettrait en œuvre des réformes internes
pour renforcer la résilience économique et logistique. Bien que ce scénario soit plus risqué, il ouvrirait la voie à une réelle transformation économique, avec des résultats potentiellement plus équilibrés à moyen terme. Le pays pourrait ainsi stabiliser ses flux logistiques indépendants et développer une économie locale plus solide. Le troisième scénario serait celui d'une crise exogène menant à un effritement. Dans ce scénario, la pression extérieure pourrait s'intensifier de manière exponentielle, notamment à travers des sanctions économiques, une coupure progressive des financements extérieurs et un isolement diplomatique croissant. Le Burkina Faso se retrouverait dans une situation de crise profonde, exacerbée par une rupture commerciale et financière avec ses partenaires historiques. À l'intérieur, une division plus marquée entre les élites politiques et les différentes couches sociales se produirait, créant un climat de méfiance généralisée. La récession économique deviendrait inévitable, les pénuries de produits essentiels se multiplieraient et une instabilité politique serait difficilement évitable. Dans cette configuration, le pays risquerait de s'effondrer sous le poids des tensions internes et externes, avec une désorganisation de ses institutions et une montée de la contestation sociale. Ce scénario serait le plus destructeur, mais il pourrait aussi ouvrir la voie à une refondation radicale, à condition que des leaders forts émergent pour diriger la nation vers une nouvelle phase de reconstruction. Chacun de ces scénarios comporte des risques et des opportunités. Le défi, pour Ibrahim Traoré et pour le gouvernement burkinabé, sera de naviguer entre ces trajectoires en prenant des décisions audacieuses mais stratégiques. Le chemin qu'ils choisiront déterminera non seulement l'avenir immédiat du pays, mais aussi son rôle à long terme dans la région et dans le monde. Les événements se succédaient, mais il devenait clair que le Burkina Faso, dans sa quête d'indépendance, n'était pas seul dans sa lutte. Le pays, avec toutes ses difficultés, offrait des leçons importantes pour d'autres nations en développement, notamment en Afrique. Si le Burkina Faso réussissait à surmonter cette épreuve, il montrerait au monde qu'il est possible de briser les chaînes invisibles de la dépendance économique et diplomatique. Cela ne signifierait pas un isolement absolu, mais une prise de contrôle progressive des ressources et des décisions qui affectent directement la vie quotidienne de ses citoyens. Cette situation parlait particulièrement à trois groupes en particulier. Les invisibles dans les quartiers périphériques, les classes moyennes qui en subissaient les effets directs, et les relais intellectuels qui se retrouvaient au cœur des débats sur la souveraineté nationale. Chacun de ces groupes avait son rôle à jouer dans la dynamique de changement et leurs actions collectives pouvaient potentiellement remodeler la trajectoire du pays. Pour les habitants des quartiers périphériques de Ouagadougou, les pénuries et les hausses de prix étaient devenues une réalité quotidienne. Mais au lieu de s'en remettre à l'État ou aux acteurs externes, une prise de conscience commençait à germer. Ils comprenaient que, bien que leurs difficultés aient des racines dans des décisions prises ailleurs, c'était leur capacité à organiser la résistance locale qui leur permettrait de survivre. Les débats sur le prix de la résistance ne portaient plus uniquement sur des chiffres, mais sur des principes fondamentaux. Quel coût pour la dignité nationale? Quelle valeur pour la souveraineté? Pour la classe moyenne, qui voyait ses conditions de vie se détériorer lentement, la situation représentait un point de basculement. L'acceptation de la dépendance, autrefois perçue comme une nécessité, devenait de plus en plus intolérable. Ces citoyens ne voulaient plus de décisions imposées de l'extérieur. Le message était clair, il était temps de se battre pour des solutions internes, même si cela signifiait d'abord accepter des sacrifices immédiats. Pour le Burkina Faso, la voie de la souveraineté ne serait pas simple ni immédiate. Cependant, une série d'initiatives stratégiques pouvait marquer le début d'une nouvelle ère pour le pays. La clé résidait dans une approche graduée, permettant au gouvernement de renforcer progressivement son indépendance, tout en minimisant les risques économiques et sociaux. La première étape consisterait à cartographier les dépendances critiques. La première étape de cette stratégie consistait à identifier et à cartographier les principales dépendances logistiques, économiques et politiques du pays.
Une équipe interministérielle serait formée pour recenser les points de vulnérabilité du pays. Cette analyse permettrait de mieux comprendre les secteurs où le Burkina Faso était le plus vulnérable à l'influence extérieure et où des ajustements pourraient être apportés pour réduire ses dépendances. La deuxième étape viserait la diversification des sources d'approvisionnement. Le pays devait se libérer des chaînes d'approvisionnement uniques en créant des alternatives locales et régionales. Par exemple, des investissements dans les infrastructures locales de stockage et de transport permettraient de réduire la dépendance aux voies logistiques extérieures. Le Burkina Faso pourrait ainsi mettre en place des partenariats avec des pays voisins pour assurer un approvisionnement plus sûr et plus stable en produits essentiels, en particulier dans les secteurs de l'agroalimentaire et des matières premières. La troisième étape serait de renforcer la résilience économique. Enfin, une série de réformes économiques serait mise en œuvre pour renforcer la résilience de l'économie burkinabé. L'objectif serait de promouvoir des industries locales, de soutenir les petites et moyennes entreprises et de développer des modèles de production alternatifs qui ne dépendent pas entièrement des marchés internationaux. Ce processus inclurait aussi la mise en place de mesures fiscales incitatives pour encourager l'innovation et l'investissement dans les secteurs stratégiques. La quatrième étape passerait par la mobilisation de la société civile. L'un des défis majeurs serait d'engager la société civile dans ce processus de transformation. Des espaces d'échanges locaux seraient créés pour permettre aux citoyens de discuter des enjeux de la souveraineté et des politiques publiques. Cette mobilisation permettrait de renforcer le soutien populaire aux réformes et de faire en sorte que les changements envisagés aient une base solide au sein de la population. Ces étapes, bien que ambitieuses, représentaient le seul moyen pour le Burkina Faso de retrouver son autonomie. Le pays devait agir avec détermination, mais aussi avec une patience stratégique pour ne pas sacrifier ses intérêts à court terme pour des gains à long terme. La scène s'était ouverte sur un simple dossier, un geste tranquille, mais porteur d'une puissance insoupçonnée. Ibrahim Traoré n'avait pas signé ce jour-là. C'était un acte symbolique, un refus silencieux, mais significatif. Ce geste, modeste à première vue, marquait pourtant un tournant dans la manière dont le pays envisageait son avenir. Ce n'était pas de l'orgueil ou de la défiance gratuite, mais une réaffirmation fondamentale de l'indépendance du Burkina Faso. En rejetant ce dossier, Traoré se reconnectait à l'histoire de son pays, à une époque où les décisions étaient prises au nom du peuple burkinabé et non à l'extérieur. Ce n'était pas une rupture brutale, mais une redéfinition lente mais certaine de la trajectoire du pays. Le pays, lui, commençait à comprendre que la véritable force réside dans la capacité à dire non, à refuser les compromis qui rognent sa souveraineté. Le dossier, resté sans signature, symbolisait ce renversement. Le Burkina Faso n'avait plus à se soumettre passivement aux influences extérieures. Il fallait reconstruire à partir de cette conscience retrouvée, en s'appuyant sur ses propres ressources, sa propre volonté. Le chemin ne serait pas facile, mais à partir de ce moment précis, il était clair que le pays avait fait un choix. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Les défis sont nombreux, mais les possibilités sont également immenses. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin que le pays doit suivre pour garantir son avenir. Chaque décision, chaque action prise à ce moment précis pourrait tracer une voie vers un futur plus autonome et plus souverain. Ibrahim Traoré, en refusant de signer ce dossier, a envoyé un message fort, celui de l'indépendance et de la dignité nationale. À vous que spectateurs, citoyens, acteurs du changement. Combien de décisions dans votre vie sont influencées par des forces extérieures ? Quelle part de votre autonomie avez-vous laissé à d'autres ? Le moment est venu de réfléchir à ce que cela signifie vraiment être indépendant. Si le Burkina Faso, avec toutes ses difficultés, peut trouver la voie vers une souveraineté véritable, qu'en est-il de nous ? Rejoignez la conversation. Partagez vos réflexions, vos idées et vos actions. Ensemble, nous pouvons comprendre ce que cela signifie vraiment reprendre le contrôle.